États, les gens les giflent, mais ça montre clairement qu'il est fort. Si c'était en Afrique, on va le fusiller. Donc, avec ça, moi, je n'en disconviens pas. Mais ce qui déteste Macron en Europe, tout simplement parce que le protectionnisme aujourd'hui en Europe ou en Occident, on a vu les Américains ont fermé les frontières, ils ont commencé à renégocier, ils ont combattu les Chinois et le rieux chinois en Europe. Personne ne peut dire. Encore, lorsqu'on a vu le Royaume-Uni quitter l'Union européenne, encore on voit comment les Allemands, avec les changements en Allemagne, vous savez très bien, la dame de fer qui a fait 4 mandats, on ne critique pas, elle va partir cette année. Donc avec tout ça, on attend seulement de la France, parce que les autres pays européens n'ont rien. La France, grâce à ses alliés, grâce à son stratégie, il survit à travers le monde. Mais les autres pays des vieux continents n'ont rien. C'est pourquoi ces gens sont contre la France. Mais avec ça, il faut se rappeler que la France a toujours des atouts comme des inconvénients. Hier, vous avez vu, l'accord du siècle a été rompu par les Américains parce que les Américains ont changé de tact. Donc les Français aussi commencent à réfléchir. Si le président Trump, à l'époque, il imposait aux Européens de payer pour leur protection, aujourd'hui, les Américains qui sont contre l'intérêt de leurs alliés, on s'interroge. Où va la France? En Afrique, on voit tous ces anciennes colonies commencent à renégocier avec la Chine, la Turquie, la Russie. Donc, où va la France? Donc, les Français peuvent réfléchir pour voir qu'est-ce qu'ils vont. Et il faut se rappeler encore, c'est un pays géostratégiquement émancipé. Et le pays géostratégiquement émancipé fait très attention. Il faut toujours revenir. Donc la question qui se pose, est-ce que les autres pays européens ont la capacité, et la capacité encore de faire face à la France? La France qui est aujourd'hui traversée par plusieurs crises, qu'est-ce que les géostratèges français sont en train de réfléchir? C'est ça la question qui va se poser en Afrique et dans les autres pays. Alors, monsieur Ibrahim Youssou, nous sommes encore une fois de plus, n'est-ce pas, sur le sujet d'accueil et nous avons choisi un angle particulier qui est aujourd'hui la France. Et vous le savez parfaitement parce que depuis déjà, je peux prendre déjà la date pas François Hollande, mais surtout Nicolas Sarkozy, qui n'a pas pu au moins, n'est-ce pas, galvaniser le peuple français pour toujours, n'est-ce pas, avoir 2 mandats. Et également, nous sommes revenus, n'est-ce pas, à François Hollande, lui également, qui n'a pas pu, n'est-ce pas, faire 2 mandats comme Mitterrand, comme Jacques Chirac. Et alors aujourd'hui, c'est le tour, n'est-ce pas, de la République en marche. Surtout quand on essaie de voir la politique française, on voit l'ambiguïté avec le sens où il y a encore la crise, comme venez de dire, monsieur Larry, et avec la crise des Gilets jaunes, vous avez également la crise à coronavirus, et surtout, Macron n'avait pas eu au moins l'assentiment des Français lorsqu'il disait plutôt, n'est-ce pas, que les Français ne devaient pas prendre certaines mesures coercitives pour permettre, n'est-ce pas, pour galvaniser au moins cette maladie, cette pandémie, n'est-ce pas, sur le plan international. Mais alors, nous voyons un Macron qui, en réalité, n'arrive pas, une fois de plus, à rassembler la République en marche. Pour vous, quelle est votre lecture, faites-vous? Et surtout, nous voyons la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui se prépare également pour être candidat. Et quand nous voyons autour des Français, les Français ne sont pas tout à fait unanimes avec la République en marche. Il y a déjà la décision avec les uns et les autres. Pour vous, quelle est la lecture que vous faites par rapport, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, je pense que votre apport compte. Moi, je pense, docteur Yaïbé, il faut situer d'abord le problème à plusieurs niveaux. Quand je dis à plusieurs niveaux du côté scientifique, oui, il faut d'abord voir la France du côté diplomatie, il faut voir la France du côté économie, il faut voir la France du côté social, il faut voir la France du côté culturel. Tout ça, ce sont des indicateurs qu'on doit d'abord mesurer. Du point de vue diplomatie, oui, je prends un exemple simple. Du point de vue diplomatie, on a vu que sous Macron, c'est-à-dire qu'il y a cette catastrophe-là qui est là, a commencé par Centrafrique d'abord. Oui. Au niveau de Centrafrique. La perte de la République centrafricaine au détriment de la Russie. Au niveau de Centrafrique, on a vu que la force Barkhane, ils ont échoué et puis ils ont fait du mal aux Centrafricains. Jusqu'à maintenant, les Centrafricains, ils souffrent de ça. Donc ça, c'est du point de vue de l'armée. Quand on prend maintenant de la diplomatie de façon un peu générale, en termes armés, il faut voir aussi du côté diplomatie entre France-Afrique. France-Afrique, toujours, la France cherche à dominer l'Afrique. La question de France, c'est pas. Oui. Que c'est un tabou avant, mais actuellement, alors nous sommes, ce n'est plus un tabou. Du moment où la France est en train de s'épauler par rapport à l'Afrique, regardez, il n'y a même pas 2 semaines, j'ai vu la France est 2e exportateur de gomme arabique au niveau mondial. Mais alors qu'en France, on ne trouve même pas un seul arbre de gomme arabique. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire, déjà ça, les Africains, ils en ont marre déjà. Les Africains, quand tu vois ça, ça dit que regardez, ses propres ressources,
sont vendus par un intermédiaire et qui ne veut pas laisser. Là aussi, ça cause problème, surtout le problème de compte d'opération. Le compte d'opération, quand vous voyez maintenant le compte d'opération, j'ai toujours souligné comment on appelle, le compte d'opération fonctionne. Mais maintenant, ça c'est un autre angle. Je vois aussi, du point toujours de diplomatie, hein, je vois aussi le Brexit. Macron n'a pas très bien géré le Brexit. Alors on a vu, maintenant, Angleterre, ils sont sortis de l'Union européenne. Et actuellement, ils se sont déjà rangés du côté, avec l'Amérique, avec les grandes puissances du monde. Ouais. Donc ça aussi, il y a un échec quelque part. Donc du point de vue diplomatie, hein, toujours je suis en train de mentionner. Ouais. Donc maintenant aussi, il faut aussi, cela aussi s'ajoute. Prenez l'exemple de Covid. Le Covid, au niveau de Covid-19, regardez la République française, une grande république qui n'arrive même pas à faire le cache-nez. Ce jour, il y avait un député, il a dit, bon, déjà au niveau de l'Europe, on n'a pas de stock en termes de cache-nez. Ouais. Et deuxième des choses, même en France, on n'arrive pas à faire les cache-nez. C'est des commandes qu'ils ont commandées avec la Chine. Et on a vu entre la Chine et la France, les commandes étaient destinées pour la France. Mais maintenant, par la suite, on a détourné ces commandes-là au détriment de qui? Des Américains. Les Américains, ils ont pris le cache-nez. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues. Et maintenant, ce qui est à court terme, regardez, par rapport au navire. Ouais. Le 12 navires de Norvège, regardez, c'est des protocoles d'accord signés. Mais maintenant, j'ai vu au niveau de la télé, ils disent sur le protocole qu'il y a un retard. C'est-à-dire par rapport aux clauses. Oui. À ce que je vois, techniquement, sur le plan juridique. Mais maintenant, ça aussi, c'est du point de vue de diplomatie. Et regardez, la France a vraiment perdu du point de vue économique. Mais sur le plan diplomatique, Moussa Youssouf, parce qu'il faut reconnaître également, la France aujourd'hui, au moins, n'est-ce pas, enjambe les pas en Afrique. Et quand on regarde à peu près Macron au Tchad, nous voyons Macron en Côte d'Ivoire, nous voyons Macron, n'est-ce pas, quelque part en Afrique centrale, si vous voulez. Mais est-ce qu'il est aimé par les Africains? Est-ce qu'il est aimé par les Africains? Est-ce qu'il est aimé par les Tchadiens? Est-ce qu'il est aimé par les Centrafricains? Est-ce qu'il est aimé par les Maliens? Est-ce qu'il est aimé? Il faut se poser la question. Ce n'est pas le fait de se déplacer, mais est-ce qu'il est aimé? Déjà, même en France, vous voyez, on a un problème de débat quartier. Le problème des débats quartier cause problème. Alors, ils sont en train de faire maintenant cette reconstitution en termes maintenant de débat quartier et de communiquer un peu. Regardez si la politique française actuellement, alors on voit maintenant beaucoup plus de Noirs naturalisés qu'on les amène en Afrique pour représenter la France. Avant, ce n'était pas le cas. C'était un problème de débat quartier. Regardez au niveau de l'autre, lorsqu'il est parti récemment au niveau de l'autre, comment dirais-je, là où il y a beaucoup des Arabes, comment on appelle la ville là? À Marseille. Oui, à Marseille. Regardez. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire, mais ça saute à l'œil nu. Ça, c'est du point de vue, je dis, diplomatique. Maintenant, du point de vue économique, regardez. Des contrats qu'on a signés, oui. On n'arrive pas à honorer, et puis les gens, ils sont reculés. Il y a combien d'emplois? Ils sont partis. Mais d'accord, il faut reconnaître quand même quelque part, parce que nous savons que la belle pluie qui se passe en France, c'est l'Afrique qui fait la belle pluie et le beau temps de la France. Je m'en disconviens pas. Je suis en train de revenir vers là. Regardez l'exemple, un exemple très pertinent et simple. Actuellement, on est en train de poursuivre la ministre de Santé, oui, par rapport à la gestion de Covid. Mais quand vous dites que vous êtes en train de poursuivre un ministre, ça veut poursuivre qui? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et si c'est le gouvernement, ça retombe vers qui? Toujours Macron. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire des diversions, mais ces diversions, les gens voient. Voient, n'est-ce pas? Donc, là du point de vue économique, regardez, il n'y a même pas 3 jours. L'histoire là maintenant, regardez, entre les États-Unis, entre Norvège et puis en même temps les États-Unis. Regardez ce problème-là. Du point de vue économique, réellement, ils ont beaucoup perdu. Oui, mais entre l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même, n'est-ce pas, une très bonne couverture, hein, pour ne pas dire tout simplement Macron ne peut pas, peut-être, n'est-ce pas, avoir l'assentiment des Français, parce que nous savons que les Français sont là, et certainement, il y a d'autres, il y a l'incertitude, au moins, est-ce que les Français peuvent-ils encore, n'est-ce pas, donner confiance à Macron pendant les 8 mois qui restent, enfin, qu'ils puissent briller le désert? On a vu parmi les gens, il y a une personne qui a giflé même encore. Oui. En pleine foule, il a giflé. Regardez, ça dit que c'est des signes. Il faut interpréter. Qu'est-ce qu'il veut dire une personne qui va gifler un chef d'État? C'est fort, hein? À part même les juridictions. À part même, regardez, ça c'est un individu. Lorsqu'il a giflé, ça dit que ça sonne fort. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en France, alors nous sommes, je vous dis, Dr Yabi, il y a un sérieux problème, surtout par rapport à ceux qui sont naturalisés. Les Français noirs naturalisés, ils ne se retrouvent pas là-bas.
Est-ce qu'on peut rêver un jour qu'un noir peut être président de la République de France sous la 5e République? Il y aura un noir qui va être président au niveau de la France parce que du moment où actuellement la France est en train de perdre l'Afrique. Les Africains de maintenant, ce ne sont pas les Africains d'hier. Actuellement, à l'ère de la technologie, à l'ère de cette avancée, les gens ils savent beaucoup de choses. Maintenant, regardez ce qu'on a, on a fait au niveau des débats africains, au niveau d'Afrique Média. Oui. On a débattu pas mal de thématiques qui touchent l'Afrique, comme c'est une université qu'on est en train de dire. Les gens, ils sont vraiment éveillés, ils voient le mal. Cette mal, par exemple, regardez, je prends un exemple simple. Le téléphone, par exemple, le gomme arabique, moi je ne produis pas. Oui. Je suis intermédiaire, tu ne reçois même pas un tiers. Ça, c'est du vol. Tout à fait. C'est du vol. Et mais ces vols là maintenant, ça va s'arrêter quand? Et quand vous voyez à l'heure où nous sommes, les Africains, nous en avons marre de ça. Il faut cette partenariat gagnant-gagnant. S'il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant, cette partenariat où la France, à travers le compte d'opération, nous, dans le compte d'opération, on a dit, si on a des problèmes, on peut faire recours à nos réserves. Mais à l'heure où nous sommes, il n'y a pas un pays africain qui a fait recours à ces réserves. Ça n'existe pas. Donc maintenant, c'est ça là maintenant, les jeunes actuels, ils connaissent un tout petit peu ce qui se passe réellement. Et ils savent, notre malheur c'est qui? C'est la France. C'est la France. Il faut dire la vérité, parce qu'il faut appeler ça par rapport au compte d'opération. Tant qu'on ne revoit pas le contenu de la charte qui a été signée avant 1960, oui. Et tant que les bases françaises, c'est-à-dire que c'est comme si on voit, maintenant la France, ils sont dans des endroits qui leur appartiennent. Il faut cette base-là, font leur mission des bases, c'est-à-dire en termes de coopération. Oui. Mais pas en termes de colonisation qui nous absorbe, qui nous asphyxie. Et qui fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle ces révoltes. Donc si les Français ne font pas attention, ils vont perdre carrément la vie. Parce que la jeunesse actuelle, c'est des jeunes qui sont éveillés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, maintenant, à travers l'histoire des bas quartiers, maintenant, la discussion, ils sont déjà en pleine discussion en France. Surtout dans les bas quartiers. Maintenant, si ils arrivent à mettre un noir aux États-Unis, ça s'est passé. Lorsqu'on a vu le racisme, après on a dit, dans les films, on a vu dans des séries, mais on a vu après Obama qui est devenu président. Maintenant, en France, même tant qu'on n'essaie même pas de mettre un noir, dire maintenant Macron va se présenter. Moi, je pense que Hidalgo, c'est une femme. Anne Hidalgo, elle est maire de Paris. Et je pense qu'elle a une idéologie différente de l'autre femme, comment on appelle Le Pen, Marie Le Pen. Donc, et puis Hidalgo, je pense que les gens vont l'apprécier. Et si Macron ne fait pas attention, il y aura des surprises. Ok. Alors, M. Ndiaye, parce que je tourne vers vous, vous avez écouté déjà les premiers jets, je disais tantôt que c'était le sujet d'entrée et nous avions pris un angle particulier. Aujourd'hui, nous parlons pas de la France, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre de court, sachez tout simplement que vous êtes dans la dynamique de votre émission hebdomadaire rien que faite pour vous, pour l'Afrique et surtout pour les chefs d'État. Et alors, aujourd'hui, nous avons choisi un angle où nous allons parler du Niger. Le Niger, encore une fois de plus, 10 fois déjà président de la République, depuis 1960 jusqu'à 2021. Et alors, le sujet d'entrée, Dr Ndiaye, dans 8 mois, la France va élire leur président. Et tout juste, nous avions dit en entame de l'émission, simplement, vous savez que dès lors, Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire briguer du mandat. Nous avons encore François Hollande qui n'a pas pu. Mais alors, quelle est-il maintenant la situation aujourd'hui de Macron quand on parle de la République en marche, bien sûr, qui a fait monter Emmanuel Macron, n'est-ce pas, sur le pérou de la présence, c'est-à-dire l'Élysée. Pour vous, quelle est peut-être votre analyse par rapport aux faits? Vous avez constaté avec les sursauts, l'insécurité sanitaire mondiale, mais également avec les gilets jaunes, on n'oublie pas la crise où Macron est impliqué en Afrique. Alors pour vous, pensez-vous qu'en réalité, Macron peut-il être, n'est-ce pas, réédité pour être, n'est-ce pas, sur le perron de l'Élysée? Bon, je reviendrai sur ça en second lieu, mais pour parler des chefs d'État français qui n'ont fait qu'un seul mandat, c'est que si vous avez constaté, il y a une certaine spécificité, il y a une certaine subtilité. Monsieur Hollande était le premier président à ne pas être officiellement marié. Et en second lieu, Sarkozy était le premier à avoir divorcé en étant président et à avoir eu un enfant aussi en étant à la présidence. Et voilà, aujourd'hui, Macron, c'est que au départ, quand Macron a été élu, on a vu cette marche, je ne sais pas à quelle place, aux Invalides ou quelque part, une marche assez martiale, solennelle, comme pour rappeler que s'il était le régalianisme de l'État qui s'est perdu en France depuis Chirac, Mitterrand et les autres. Donc, on a senti que avec l'approche du XXIe siècle, il y a une tendance à la dépolitisation des pays, surtout des pays occidentaux.
Et donc finalement, quand on voit des présidents de certains pays, ils deviennent plus des gestionnaires que des hommes politiques avec un pouvoir régalien. Donc là, cette tendance avec Macron s'accentue quand on voit que Macron a travaillé dans des cabinets privés et qu'il aurait aussi des conseillers, comme on dit, des conseillers tacites comme ça qui sont là et qui essayent de lui donner des directives. Donc on ne sait pas s'il obéit clairement aux Français ou s'il obéit à certaines directives de certains lobbies en France. Et donc, pour voir la tendance actuelle à l'élection ou à la réélection d'Emmanuel Macron, c'est que on a constaté aux dernières municipales, parce que les municipales ont commencé en 2020, au moment du coronavirus. Donc le premier tour des municipales, on avait vu que le parti La République En Marche d'Emmanuel Macron était en train de perdre du terrain. Voilà. Là, ils ont mis un stop et ils ont dit qu'on va reporter à cause du coronavirus l'élection en 2021, la suite. Et finalement, il s'est avéré quoi dans ce résultat? Que c'est le parti vert qui a raflé la mise dans les élections municipales. Et on a vu La République En Marche qu'en 5e position. Ça, c'est une tendance plausible, ça, c'est une tendance nette, claire, qui indique quelque chose. Alors là, on se demande, est-ce que ces gens, parce qu'on a vu beaucoup de choses que certains me traiteraient de théoristes du complot, mais on a vu certaines choses qui se sont passées aux États-Unis et quand il y a eu le vote à distance. Et le vote à distance est... Est-ce que ça peut-il, même s'il y a des votes en distance, ça peut-il favoriser encore une fois de plus la réélection de Macron? Parce que sachant simplement, il faut reconnaître également, Macron n'a pas beaucoup, au moins, n'est-ce pas, de succès à l'étranger par rapport aux Français vivant à l'étranger, parce qu'il n'a jamais effectué les voyages comme François Hollande, comme Sarkozy, hein, qui en ont fait autant, qui ont fait au moins des déplacements en Afrique. Et nous voyons seulement quand nous essayons de voir à peu près, n'est-ce pas, les visites de macronistes au niveau de l'Afrique, nous voyons, il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait le Niger, il a fait le Tchad. Mais enfin, nous savons déjà, parlant la communauté linguistique ensemble, c'est-à-dire la langue française, il n'a pas fait la totalité, sans oublier le Burkina Faso. Oui, j'en arrive parce qu'il a fait beaucoup de revers géostratégiques dans sa vision, parce que dès qu'il a été élu, il a mis une coordination des renseignements français, 19 personnes qui sont à l'Élysée, qui coordonnent les renseignements français pour pouvoir avoir beaucoup plus de poids sur les décisions politiques. Mais cela me semble un peu plus comme du bluff aujourd'hui, parce qu'il a pris plusieurs revers. Par exemple, le cas de la Centrafrique, ça c'est un revers géostratégique, parce qu'en traitant les gens avec mépris comme des moins que rien, quand le président Touadéra, qui semble beaucoup plus futé que les Français finalement, géostratégiquement et stratégiquement, quand il est allé en Russie, parce qu'il aurait étudié en Russie, c'est un mathématicien qui parle aussi russe, quand il s'est rendu en Russie, les Français pensaient qu'il allait acheter des armes. Oui. Et là, ils se sont dit, oui, on a nos militaires, des retraités qui sont là, on va les envoyer pour apprendre aux Centrafricains à utiliser des armes russes. Ce qu'ils n'ont pas su, c'est que, d'une façon implicite, sans le déclarer, en secret, il a signé un accord avec le Russe pour qu'il vienne débarquer en Centrafrique. Et là, les Français ont été pris de court parce qu'ils n'avaient pas cette largeur de vue pour comprendre cette chose et ils ont pris les choses d'une façon simpliste. Oui. Et aujourd'hui, si on voit l'avant-garde des forces russes au Mali, Wagner, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas aussi anticipé ce qui arrive. Oui. Et on ne comprend pas comment une puissance comme la France, qui est au Mali, empêche à l'armée malienne de ne pas acheter des avions et dit à l'armée malienne qu'elle ne peut pas se rendre à Kidal. Donc il y a anguille sous roche quand on voit cela. Donc Macron, dès qu'il est arrivé, il a perdu aussi le régularisme de l'État et il a aussi eu des revers. Comme avec la compagnie au Brésil, il voulait faire une commande d'avions français. Ça, c'était bien avant Macron. Il voulait faire des commandes d'avions français. Finalement, la compagnie brésilienne a fait une commande, a préféré des avions des F-15 américains aux avions français. Et aujourd'hui, si on voit l'Australie se décommander d'une commande qui équivaut à 56 milliards de dollars, alors avec une nouvelle alliance Australie, United Kingdom et United States, ça s'appelle AUKUS. Donc une nouvelle alliance. Donc les Français ont proposé plusieurs sous-marins, mais à propulsion, avec une propulsion standard et à propulsion diesel, donc hybride, une propulsion hybride. Mais là, les Américains, ils ont vu qu'ils avaient déjà une alliance avec l'Australie. Les Américains se sont arrangés avec les Britanniques et les Australiens pour proposer des sous-marins à propulsion nucléaire. Et là, ça dépend de l'autonomie. Donc, ça donne une large autonomie, la propulsion nucléaire. Et c'est que les Américains, s'ils envisagent peut-être la 3e guerre mondiale,
c'est que cette zone indo-chinoise, toute cette zone, jusqu'en Australie, cette zone serait un champ de bataille parce que c'est le Pacifique Sud, le Pacifique Ouest, jusqu'au Pacifique Nord. Donc, cette zone pourrait être une grande zone de combat. Donc, les Américains, maintenant, se préparent stratégiquement parce que s'ils ont l'Australie avec lesquels ils parlent la même langue et qu'ils leur proposent ces sous-marins, ça veut dire que les pièces de rechange seront américains et que les Américains, dans ce grand pays continent, ils pourraient avoir des bases comme ils l'ont eu déjà en Nouvelle-Zélande où j'étais l'année dernière. Ils avaient aussi des bases américaines. On était sur une île à côté de Wellington. Il y avait des endroits où il y avait des fortifications avec des mitrailleuses lourdes qui ont été installées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu un revers de la diplomatie française, y compris au niveau économique, avec maintenant cette décommandation. Le seul succès, c'est Airbus avec plusieurs pays européens. Ça a été un succès. Mais actuellement, c'est que Emmanuel Macron a fait des erreurs géostratégiques. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre l'Afrique parce que c'est comme la destinée manifeste de l'Amérique. L'Afrique aussi pourrait être libre. Et comme le disait le docteur Luther King, il y a quelque chose qui est constamment dans l'esprit, qui est à la recherche de la liberté. Et les Africains sont constamment à la recherche de la liberté. À un moment ou un autre, on est arrivé devant une destinée manifeste vers la liberté. Oui, mais maintenant nous sortons totalement du sujet d'accueil de ce soir, parce qu'il faut le connaître également. Vous avez parlé de l'économie française. En regardant au moins, n'est-ce pas, le déplacement de Macron, je sais qu'il n'a pas pu glaner, l'économie pour le rapporter en France. Mais est-ce que vous pensez que sans avoir de l'économie, Macron, avec, n'est-ce pas, son parti politique, La République En Marche, également avec tout ce que nous savons, n'est-ce pas, il traîne avec lui les casséroles en Afrique ou peut-être, n'est-ce pas, en France, est-ce que peut-il en réalité être réélu par les Français? Non, moi je ne le pense pas. C'est pour ça que vous ne m'avez pas laissé finir en parlant du vote à distance, parce que c'est important. Ce que nous, on a étudié dans la dynamique du système politique américain en sciences politiques, c'est que aux États-Unis, quand vous avez, par exemple, Donald Trump a eu 64 millions de voix en 2016. Dès que vous avez 2 ou 3 millions de voix de plus, vous remportez l'élection présidentielle. Là, Donald Trump a eu 10 millions de voix de plus, ça veut dire 74 millions de voix de plus. Et l'élection a duré plusieurs jours avant qu'on donne les résultats. Il y a eu les votes à distance qui sont sujets à caution. Ces votes ne sont pas clairs. Et là, en France, ils ont voulu aussi instaurer cette idée de vote à distance parce qu'on sait qu'on peut les trafiquer. Et là, le Conseil d'État français a rejeté ça. Donc, moi, si j'aurais dit que Macron aurait peut-être des chances de gagner s'ils avaient instauré le vote à distance. Mais aujourd'hui, parce que par rapport à ce qui se passe avec le coronavirus, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Tantôt on dit aux gens de porter le masque, après on dit de ne plus porter le masque. On ne sait plus où est la vérité. Et surtout le carnet vaccinal, est-ce qu'en réalité on peut aussi, n'est-ce pas, essayer de mettre ça à jour? Le pass vaccinal, c'est un peu comme cet endroit dans la Bible, la marque de la bête. Le pass vaccinal, excusez-moi, mais c'est ça, c'est la marque de la bête. À un moment, il va arriver où on voudra faire de telle sorte que chaque fois que vous achetez ou que vous vendiez quelque chose, vous êtes retraçable. Il faut avoir cette marque-là avec vous. Cette marque, on va vous contrôler comme Dieu, oui. Bon, indirectement, ce qu'il dit, oui. C'est pas encore vérifié, mais c'est des suppositions que les gens disent. Que quelqu'un qui est vacciné, c'est comme si on peut vous tracer. C'est comme si vous avez quelque chose à l'intérieur ou à travers des satellites, on peut vous suivre. On peut vous suivre. Oui. C'est pour cela qu'il y a certains même médecins, ils refusent d'être vaccinés. En France, que ce soit aux États-Unis, il y a certains médecins qui refusent même d'être vaccinés. Comme le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, il dit « je ne me ferai pas vacciner ». Il y a beaucoup qui refusent et ils avancent ces raisons-là. Et quelque part, ils ont raison aussi. Quelque part, ils ont raison. Nous ne sommes pas de la santé. Mais quand on voit ils avancent ces raisons, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement en termes de santé. Il y a d'autres qui disent aussi des passes créent aussi un problème de santé à long terme. Ils ont refusé de publier le contenu du vaccin. Le contenu des vaccins. Et l'ARN est synthétique, ce n'est pas un ARN naturel. Prenez en Afrique. En Afrique, nous on consomme seulement, on n'arrive pas à contrôler. Cette Afrique d'ici, ils ont remis en cause même les vaccins Moderna. Et c'est Moderna, ils ont amené. Non, c'est pas Moderna, c'est Pfizer. Ils ont amené, ils disent non, ils ne doivent pas vacciner, ils ont renvoyé les Sud-Africains. Les Sud-Africains. Et ils ont des labos qui sont vraiment performants. Mais nous, en Afrique noire, actuellement, nous sommes
on ne sait pas là où on est. Est-ce que c'est le même vaccin qu'il y a en France? Il y a beaucoup de choses qui se posent. Hein? Oui, absolument. Voilà. Cela fera le sujet d'être sur le plateau d'Écho du Tchad 24 et surtout quand on parle, n'est-ce pas, de l'Afrique 54 et c'est dans cette dynamique-là. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre de cours, sachez tout simplement que vous êtes dans la dynamique de votre émission qui a commencé, c'est le tout deuxième numéro qui se passe à partir de ce vendredi 17 septembre 2021. Et alors, c'était le sujet d'entrée. Nous avons choisi un angle particulier qui est la France. Vous savez très bien, elle est, n'est-ce pas, un pays qui a colonisé l'Afrique, il faut le dire. Et alors, je le disais en entame, le sujet central aujourd'hui, je pense qu'avec la complicité de la technique qui peuvent, n'est-ce pas, essayer de le faire placer au bas de votre petit écran, et nous allons rentrer dans le vif sujet. Alors, le Niger est-il en réalité une démocratie vivante en Afrique francophone? Vous savez, c'est un sport en Afrique, et surtout, quand on parle, n'est-ce pas, de prise de pouvoir par des armes, et surtout les culpabilités des militaires, n'est plus, n'est-ce pas, quelque chose, enfin, de plausible pour les Africains, parce que nous sommes habitués, et alors c'est leur sport favori, toujours, n'est-ce pas, prendre une prise de pouvoir par les armes. Alors, qu'en est-il 10 ans ou 10 chefs d'État au niveau du Niger? Il faut reconnaître, le Niger, depuis 1960 jusqu'à 2021, il y a eu 10 chefs d'État. Mais il y en a un, au moins, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui est chevronné en matière et qui ouvre la porte, n'est-ce pas, à la démocratie nigérienne. Mais avant de faire le tour de table avec nos invités sur le plateau du Tchad 24, surtout Afrique 54, nous allons demander avec la complicité de la technique, on va nous faire voir la vidéo qui s'y suit et certainement, c'est la passation du pouvoir entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum. C'est parti. Au président de la République élu. Respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis,
de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens, de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, de veiller à la neutralité de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. Leur présence à nos côtés, en dépit des très lourdes charges qui sont les leurs, témoigne de l'amitié sincère qu'ils ont pour le président Issoufou Mahamadou, ainsi que pour notre pays et son peuple. Un président de la République au service de la paix, du progrès et du bonheur du peuple nigérien. Ce que je veux pour le Niger, c'est cela que je veux pour notre continent, l'Afrique, à laquelle je consacrerai l'énergie nécessaire pour son émergence. Vive la République, vive le Niger, je vous remercie. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique 54. Vous avez bien constaté surtout les applaudissements et également la présentation impeccable de Mahamadou Issoufou entre Mohamed Bazoum, passation du pouvoir et surtout les missions, les très lourdes missions d'ailleurs. Il faut reconnaître que le pays d'Amani Diori, il faut reconnaître c'est le tout premier président du Niger. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme je le disais en entame de mon émission, ça fait 10 chefs d'État. Et alors, chers membres du plateau, vous avez constaté alors l'émission dévolue à Mahamadou Issoufou qui a transmis le pouvoir. Et vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de chefs d'État qui se sont éternisés, n'est-ce pas, au pouvoir. Si je prends le cas du Cameroun, Paul Biya, et si je m'en vais aussi, n'est-ce pas, au Congo, nous avons encore, n'est-ce pas, Denis Sassou Nguesso, en passant par la Guinée équatoriale, au Biangima Bazogo, et alors tout dernièrement, vous avez suivi aussi, n'est-ce pas, sur les médias africains et peut-être internationaux, alors comment la situation est explosive dans Guinée-Conakry, surtout on a repris encore une fois de plus le professeur Alpha Condé, et tout ceci pour la mandature. Et alors, qu'en est-il? Est-ce que le Niger peut-il être en réalité une démocratie, n'est-ce pas, vivante, pour permettre, n'est-ce pas, à tous ces chefs d'État de se résigner ou de ne plus, encore une fois de plus, modifier la Constitution? Alors, c'est déjà parti. Je vais commencer avec M. Larry. Alors, pour vous, quelle est l'attitude? Tirez-vous au moins, n'est-ce pas, ou la leçon que vous tirez par rapport à l'image que vous venez de voir, et ça s'est passé au Niger? Merci, Dr Yahibe. Vraiment, ce qui s'est passé au Niger, nous voulons tous. Mais ce que nous oublions, est-ce que le peuple nigérien qui a voté? Nous, en Afrique, excusez-moi, mais nous sommes ingrats. On insulte toujours la France sans raison. On met le sentiment. En oubliant que les acteurs premiers, c'est nous. Bazoum, connaissant son histoire, il était le messie tout-puissant de la sécurité du Niger. Avec son ambition, et vous savez très bien, c'est la France-Afrique qui a amené Bazoum au pouvoir. C'est la France-Afrique qui a doctoré Issoufou. C'est la France-Afrique qui a dit que Issoufou tu fais des mandats. Et tous les coups d'État. Vous savez, au Niger, il y a une ethnie qui contrôle l'armée. Et au Niger, l'armée nigérienne est spécialiste de coups d'État. Et donc, il a vu et il n'avait pas le choix. Il y a un contrat. Les chefs de sécurité tu refuses. Donc, ils ont laissé. Bazoum passe. On sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections. On sait très bien comment il est venu. Mais les gens ne veulent pas pour dire non, mais toujours. C'est un bon exemple. Mais quand même, il faut quand même reconnaître que, M. Larry, parce que Mahamadou Issoufou a décidé de ne pas essayer de modifier la Constitution comme tout chef d'État. Il ne pouvait pas. Alors, il avait des pressions. Oui. Il avait des pressions parce que l'armée nigérienne n'acceptera jamais.
ces modifications. Et comme on ne perd jamais les élections, il a organisé pour que son poulet gagne le pouvoir, malgré que l'ancien président aimé du Niger, il a gagné. Il a fait tout avec la complicité, excusez-moi, du fait maréchal du Tchad et d'autres qui étaient à ses côtés pour les mettre au pouvoir. Mais cet exemple ne peut pas dire que s'il faut modifier la Constitution, vous avez vu les veillards, les vieux qui veulent s'approcher, il a modifié la Constitution. Mais l'armée a dit non, on l'a chassé. Et après, les gens criaient que non, c'est la France parce qu'il a étudié en France. Or, le vieux, il a étudié en France. S'il s'agit de parler de démocratie en Afrique, Afrique de l'Ouest, c'était toujours différent de l'Afrique centrale. Vous avez vu, il y a toujours l'alternance au Sénégal. Au Sénégal, il y a toujours l'alternance. Pourquoi on n'en parle pas? Mais pourquoi à côté ici le Niger? Parce que le Niger, c'est le pays qui a connu beaucoup de coups d'État. Oui. Un pays qui a beaucoup connu de coups d'État, il se fout avec l'argent de Gaddafi, vous savez très bien ce qu'il a fait. Donc, on les récompense. Et après, les vrais étrangers, il l'a humilié, il l'a chassé du Niger. Et toujours, il s'est réfugié en France. Mais quand même, il faut reconnaître qu'un président qui prend véritablement une décision très lourde pour dire que enfin je m'en vais du pouvoir et je vais laisser le pouvoir à qui de droit et surtout encore pacifier encore le pouvoir. Mais il faut reconnaître, après quelques jours, il devait avoir le coup d'État au Niger le 21 février 2021. Mais c'est pourquoi on dit qu'il faut saluer ce temps. Même si on commence cet exemple du Niger, c'est pourquoi on l'a récompensé. Parce que le pouvoir est jeté, même être chef de classe, on ne veut pas laisser. Même être un paramètre, on ne veut pas laisser. Comment vous voulez quelqu'un avec tous les privilèges qu'il a acquis dans les pays, il va laisser? C'est comme ça qu'on dit non, il faut prendre l'exemple des autres chefs d'État. On a vu certains présidents en Afrique qui ont dit que je ne présenterai pas comme mon grand-père Ouattara. Il a dit qu'il ne se présenterait pas, mais après il a fait par quelle alchimie son premier ministre, le dauphin est parti, le second premier ministre est parti. Alors personne ne cherchait le pouvoir, il dit que moi-même je ne suis pas encore. Donc il a oublié ce qu'il avait dit avant. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire que non, tel a fait. Ce que nous on peut demander, c'est président, quel est le bilan? On peut dire que Youssoufou a fait des bilans au Niger. Il a travaillé et c'est à saluer. En plus, il a laissé, quoi qu'on dise, lorsque nous en Afrique, on ne veut pas travailler chez nous, mais on est là seulement à crier, c'est la France! Notre ennemi premier, c'est la France! Mais est-ce que la France nous dépose sur nous? On ne veut pas. Nos opposants, ils ne cherchent pas le fonds, ils cherchent l'argent. Nos acteurs de la société civile, en Afrique en général, la francophone, on travaille parce que lorsqu'on parle, tout le monde dit bon, si on ne me donne pas, je vais encore quitter. Et ils cherchent seulement l'argent. Nos universitaires, c'est de copier-coller. Les gens qui ne réfléchissent même pas. Excusez-moi, mais parce qu'on a un sérieux problème dans nos universités. On a un sérieux problème. On a des universitaires qui sont là à citer seulement Molière. On a des universitaires qui ne réfléchissent pas. Je prends l'exemple du Tchad. Depuis les années 60, tout ce qu'on a appris, c'est ce que le français nous a enseigné. Tous nos anciens chercheurs ne cherchent rien. Et toujours ils s'appuient à la France. Et toujours ils sont là à critiquer la France. Bon, mais enfin, je suis toujours là, ils sont là à critiquer la France. Et donc, ce n'est pas la France qui va faire à notre place. Tout à fait, Ibrahim. On a inventé ici. Oui. On ne fait rien. On part aux États-Unis, on part en France, on prend la responsabilité. Dès qu'on trouve un peu d'argent, on part chez eux. Mais dès qu'on est ici en Afrique, on les incite. Mais est-ce qu'ils sont venus te dire de ne pas faire? Mais est-ce que la France, est-ce que je reviens, monsieur Ibrahim, pour vous donner le premier jet, parce que déjà je vous dis encore, je suis avec. Oui, le débat est cadré. Nous sommes là parce que quand on parle d'économie, on parle, n'est-ce pas, de faisabilité, en termes de faisabilité dans nos villes. Oui, la thématique, elle est là parce qu'en réalité, bon, quand même, il faut quand même rentrer ça et là et ressortir, c'est important. Mais est-ce que la France, je suis avec vous, monsieur Larry, est-ce que vous pensez que la France n'a pas une main invisible pour permettre au moins, n'est-ce pas, la fuite des capitaux et partir là-bas et laisser l'Afrique dans sa pauvreté? Si on réunit les 6 pays de CEMAC, vous savez que la France a plus d'intérêt au Nigeria que dans ces 6 pays de CEMAC. Allez-y, quelle est la raison? Si nous, on réfléchit, le pétrole, on a donné aux Chinois, on ne dit jamais. C'est que les Chinois nous font civil. Les Chinois, maintenant, 90% aujourd'hui des marchandises, c'est les Chinois qui amènent. Ce n'est pas nos commerçants. Mais quand nous prenons le cas du Niger, parce que nous savons que les bauxistes, tous ces produits-là sont, n'est-ce pas, achetés par Areva. C'est une société, une entreprise française. Au Niger. Oui. Mais tous les autres secteurs, c'est les Chinois. Parce que nous, on a mis en tête que c'est la France qui est l'ennemi. En oubliant que tous nos ressources, c'est les Chinois. Vous savez, avant 2008, avant que les maréchals parlent négocier avec les Chinois, tous les rébellions, tous les armes, c'est les Chinois. Est-ce que vous avez vu les armes françaises? Et les Chinois étaient clairs. Si on ne trouve pas nos parents, on va créer des problèmes. Et aujourd'hui, partez même dans les marchés, montrez-moi les produits français. Les entreprises pétrolières, tout ce qui est là. Mais on ne veut pas dire. Parce que beaucoup de nos intellectuels, ils sont corrompus moralement. Et il y a des corruptions, il y a des sentiments anti-français et il y a des gens qui sont payés pour
développer ce sentiment anti-français, qu'on ne veut pas montrer aux Africains le vrai chemin, que c'est nous et nous seuls. Personne ne vient nous aider. Si nous, on est incapables, on est là seulement à créer, demander les Russes, les Chinois, et après, c'est la France qui est l'ennemi. J'ai écouté parler de France, j'ai commencé à rire. Toutes les monnaies du monde sont convertibles en dollars. D'accord. Si vous créez n'importe quelle monnaie, il faut chercher un étalon. Aujourd'hui, on sort de France, mais les monnaies que vous créez, il faut toujours que le dollar, c'est toujours les Américains qui contrôlent. Oui, mais puisque nous sommes colonisés, puisque les 14 pays... Oui, mais il faut avoir la capacité. Bon, d'accord. Je donne la parole à Moussa Youssou parce que je pense que vous voulez répondre. Il faut recadrer un peu le débat. Oui, surtout sur le Niger, la pacification du pouvoir. Dans l'économie, oui. Mais dans l'économie, ça veut dire que quand on parle de francs CFA, il faut d'abord voir la convention qui a été signée. Ça c'est l'économie politique. Non, c'est pas l'économie politique. Non, c'est la politique monétaire. C'est différent. La politique monétaire est inclue dans la politique. Non, c'est différent. C'est différent. D'accord. C'est différent. La politique monétaire est différente de l'économie. Il faut recadrer un peu le débat. Allez-y. Moi, je pense qu'on est sur le débat maintenant de Bazoum. On n'est pas rentré dans ces débats-là. Oui, mais ça fait partie de l'économie. Maintenant, s'il faut recadrer un peu le débat, moi, je pense qu'on est en train de parler de Bazoum. La pacification du pouvoir et la mandature, parce que déjà, il faut savoir que Mohamed Youssouf n'a pas pu au moins... Moi, personnellement, je vais apporter ma vision, mais je vais apporter ma vision par rapport à ça. D'accord. J'étais au Niger en 2006. Quand je venais du Maroc, j'ai fait un crochet au Niger. J'ai passé pratiquement 3 jours au Niger. Mais ce que j'ai constaté au Niger, disons 3 jours seulement, ce que j'ai constaté au Niger, les Nigériens aiment, ils ont ce qu'on appelle l'amour de patrie. Okay. Et ils sont honnêtes, plus que... Quand je parle d'honnêteté, même les taximans, tu montes les taximans, il ne va pas te taxer plus que... Même si tu es étranger. J'en ai vu parce que j'ai pris de l'aéroport, je ne connais même pas l'ambassade du Tchad, il m'a amené jusqu'à l'ambassade du Tchad, j'ai payé 3 000 francs. L'endroit c'était très loin. Je connais même pas. La distance est plus loin. C'est là où j'ai vu que c'est-à-dire qu'entre eux, ils sont honnêtes et ils aiment un peu leur patrie. Et ce qui fait que maintenant, ce pouvoir pacifique là, il y a un certain nombre d'amour. Oui. Et cet amour-là peut montrer déjà ce qui se passe réellement. Mais soit moi, ce que je n'ai pas compris récemment, j'ai vu au niveau de... en France, il y a ce qu'on appelle COP, je ne sais pas, il y a quelque chose sur l'environnement qui s'est passé en France. Je vois... Mohamed Bazoum a été invité. Voilà, je vois, c'est Youssoufou qui s'est présenté au Bazoum. Je pense que c'est... Je n'ai pas vu Bazoum, j'ai vu Youssoufou. C'est là où je me posais la question, est-ce qu'il est actuel président ou bien comment ça fait dire qu'il s'assoit avec Macron dans le même... Je me suis posé la question. Hein. Lorsque vous m'avez maintenant invité par rapport à cette thématique, je me posais ces questions-là. Mais toujours est-il qu'il faut saluer en quelque sorte le leadership de ces deux grands messieurs. Surtout de Mohamedou Youssoufou. Voilà, de ces grands messieurs. Au moins, il était un peu, même si c'est France-Afrique, même si on lui a dicté quoi que ce soit, il a laissé techniquement pour laisser le pouvoir. Ça, c'est à saluer. Et dans le cas du Sénégal, on en a eu beaucoup. Ça, il faut saluer. Mais maintenant, je prends un exemple au Tchad. Quand on dit les chercheurs n'ont rien réalisé. Ça, c'est Larry qui le dit. Non, je prends de façon un peu générale. Hein. Je suis désolé, quand on n'est pas enseignant-chercheur, apporter une vision comme ça, abstraite, c'est pas normal. Mais est-ce qu'il y a... On ne connaît même pas... Bon, d'accord, je suis avec vous. Monsieur Larry, non. Est-ce que Larry, écoutez, si Larry, par exemple, a parlé, est-ce qu'il y a la production intellectuelle ou les enseignants-chercheurs ont fait sortir? Je prends un exemple simple. J'ai écrit les livres guide pratique de l'entrepreneuriat du Tchad. C'est le seul livre qui parle de l'entrepreneuriat, comment faire le business plan. C'est un problème réel qui touche un problème tchadien. Mais ce n'est pas scientifique. Ça, c'est un. D'accord. Deuxième de choses, quand on parle maintenant des réalisations scientifiques, moi je pense que le mot même scientifique, ça veut dire quoi? Il faut d'abord comprendre avant de balancer des mots. Sans sens. Il faut recadrer un peu les choses. Actuellement, à l'heure où nous sommes, j'ai déjà écrit 2 livres dans le domaine de la gestion financière, dans les guides aussi deuxième édition. Les 30 de ce mois, on a une journée de réflexion. Et c'est comment rendre le secteur informel, formel, et évaluation des PME, PMI, et en même temps lancer l'étude. Les 30 de ce mois. Ça, c'est scientifique. Scientifique. Oui. On a déjà organisé quelque chose, par exemple, je prends un exemple, en novembre 2020. Oui. On a organisé avec le Maroc, avec le club de dirigeants du Maroc, sur des choses qui touchent les Tchadiens. Je prends un exemple. Là, je reviens. Hein, au Tchad, on fait d'abord au Tchad, on n'a pas les je reviens vous. Au Tchad, on n'a pas les kirdans. Au Tchad, on n'a pas les tiges coton.
Au Tchad, on n'a pas le sirop. Au Tchad, on n'a pas le tomat concentré. Maintenant, comment acheter la technologie? C'est du moment où nos opérateurs ne sont pas orientés. Comment toucher la technologie avec ceux qui ont la technologie? On a déjà fait l'autre, comment dirais-je, le forum en visioconférence entre les Maroc, le club des dirigeants des Maroc et c'est des Tchad. Et là, on a fait, c'était en novembre 2020. C'est-à-dire ça a débouché déjà vers des choses, des perspectives à court terme. Et à l'heure où nous sommes, dont je parle, j'ai même écrit au niveau de la primature, ils ont déjà répondu. On est en train de préparer un salon international de relance des investissements privés et publics au Tchad avec 11 pays qui ont déjà donné leur disponibilité à échanger avec le Tchad en visioconférence. Qui aura lieu en novembre, les 28, 29, 30 novembre. Maintenant, en revenant au niveau de notre beau pays, le Tchad, ça ne sert à rien de critiquer quelque chose dont on ne maîtrise pas. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que toi tu as fait? Il ne faut pas dire les autres n'ont pas fait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays pour critiquer les autres? Attention, si je me dis par exemple le pouvoir actuel, par exemple on est en période de travail, on n'a pas de l'argent. Maintenant, si je me dis je vais critiquer en quelque sorte l'État, mais ça veut dire que la responsabilité me revient aussi en tant que citoyen. Oui, mais il faut reconnaître aussi, hein, quand vous dites que le Tchad, bien sûr qu'on ne parle pas sur le cas de figure du Tchad, mais surtout, il y a, nous avions vu sur les réseaux sociaux, le Tchad détient au mois de janvier jusqu'en août une bagatelle de 400 quelques milliards de francs CFA. Donc ça veut dire que le Tchad, quand même, n'est-ce pas, dépositaire de finances pour permettre, pour mettre en exergue toutes les activités dont ils ont besoin. Surtout, nous ne sommes pas dans le sujet, je ne vais pas rentrer ici, mais ça, c'est que nous, on a entendu au niveau de la télé. Oui, et surtout... Mais maintenant, il y a des choses. Hein. Entre les chiffres et les réalités, il y a des choses. C'est comme si, je prends un exemple simple, les budgets. Entre les budgets, ce qui est planifié, entre ce qui est prévisionnel et ce qui est réalisé, vous allez voir toujours, il y a des écarts. Il y a un grand écart. Des fois, on planifie, même on ne trouve même pas les 1/3. Mais les chiffres sont là. Mais il ne faut pas s'appuyer seulement sur les chiffres. Mais il faut voir qu'est-ce qui concrètement a été fait. D'accord, on revient encore, n'est-ce pas, sur la thématique, hein, sur le thème central, qui est la pacification du pouvoir au niveau du Niger. Mais nous avons vu déjà, quelle est la stratégie, hein, quelle est la stratégie que M. Mouhamadou Issoufou a mis en place pour déjouer au moins, n'est-ce pas, la main invisible des Français, parce qu'il faut reconnaître que quand un chef d'État veut partir, et surtout, nous savons tout simplement que le Niger regorge au moins, n'est-ce pas, des minerais, et surtout les ressources au Niger, pouvaient faire en sorte que peut-être la France pouvait dire que non, écoutez, il faut encore rester là, Mohamed Bazoum, mais quelle est la stratégie qu'il a mise en place, n'est-ce pas, pour déjouer une fois de plus, idéalement, ou le divorce idéal de la commune, et pour remettre la place à Mohamed Bazoum. Avec l'autre président. Avec Mouhamadou Issoufou. Prenez l'exemple de la Russie. Entre Vladimir Poutine et puis l'autre, comment dirais-je, Goïta. Voilà. C'est comme s'ils sont en train d'échanger le pouvoir. C'est comme s'ils sont en train de comment dirais-je, voilà. Mais toujours rester sur ce qu'on appelle la feuille de route. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un objectif à moyen, à long terme qu'il faut viser et puis ils sont en train d'aller vers l'objectif. Moi, je pense que même les Niger, je pense qu'ils ont tiré des modèles. Hein. Ils ont tiré des modèles. Moi, je pense qu'ils ont un bon modèle et qu'ils sont en train d'aller vers ce modèle. Moi, je pense que le fait de diviser, l'alternance, des fois même le changement de pouvoir. Prenez un exemple simple. Moi, il y a un député, l'exemple d'un député tchadien, qui est parti maintenant pour faire les campagnes au niveau de sa région. Il dit, je vais vous apporter l'école, je vais vous amener l'autre, comment on appelle, le forage, je vais vous construire des écoles, je vais vous construire des hôpitaux. Il a tout dit, il a promis à la population. Mais après 5 ans, il n'a fait que peut-être 4 ou 5 forages de sa poche, sinon réalisation zéro. Après, il vient maintenant, il veut se présenter avec un autre adversaire comme Yahoub qui vient. Maintenant, Yahoub dit, regardez, Brahim vous a trompé l'année dernière. Il dit, il va apporter, il n'a rien apporté, moi je vais apporter quelque chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Yahoub, il est venu avec cette stratégie maintenant pour déstabiliser en quelque sorte les députés sortants. Les députés sortants, il est venu, il dit, écoutez, moi je pense que Yahoub, il est venu vous dire quelque chose. C'est très pertinent, il va vous apporter. Mais présentement, alors nous sommes lui, il n'a rien. J'étais à son état, il y a de cela 5 ans. Je n'avais ni maison, je n'avais ni voiture, mais je vous ai nourri avec de l'espoir. Mais après, lorsque je suis élu, je n'avais même pas les moyens. Maintenant, à l'heure où nous sommes, je suis assis. J'ai la maison, j'ai une voiture. Et même s'il y a une personne qui vient maintenant des villages, je peux l'accueillir chez moi. Mais à l'heure où nous sommes, Yahoub n'a pas ça.
Donc maintenant, si vous allez prendre Yacoub, c'est le même cadre. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Les gens, après, ils sont venus maintenant faire ces mêmes députés. Donc c'est pour vous dire que s'il y a déjà une feuille de route qui est déjà tracée, par Mamadou Issoufou, et que lui-même il a travaillé avec, au gouvernement avec lui, moi je pense que déjà il y a ces feuilles de route là qui est là. Et qu'ils sont intelligents, ils aiment leur pays, ils ont l'amour des pays. C'est-à-dire que le fait, ce n'est pas critiquer seulement notre État, ce n'est pas de critiquer seulement dire que ça, mais qu'est-ce que nous on a fait pour notre pays? D'accord. Alors, docteur Ndiaye, vous avez écouté déjà le premier jet de nos invités sur le plateau du coup de Channel 24, disons tout simplement Afrique 54, il faut le reconnaître. Surtout, nous avons vu les images vivantes, les images vivantes de la pacification du pouvoir entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum. Et surtout, il faut reconnaître aussi, Mohamed Bazoum, c'est un enseignant de formation, il faut le reconnaître également. Et nous savons, Mahamadou Issoufou également, c'est quelqu'un qui est pété d'une certaine sagesse. Mais quelle est la stratégie qu'il a mis en place? Et quand nous regardons, n'est-ce pas, en Afrique, nous avons vu au moins, n'est-ce pas, M. Larry qui nous parlait du président ivoirien Alassane Dramé Ouattara qui a fait volte-face pour faire encore le 3e mandat. Et quand nous repartons, n'est-ce pas, en Guinée, Conakry, et nous avons vu avec lesquels le professeur Alpha Condé a voulu, n'est-ce pas, une fois de plus, créer un imbroglio en modifiant, n'est-ce pas, la constitution pour être réélu. Et nous avons vu aujourd'hui, il se retrouve, n'est-ce pas, quelque part dans les géants. Et quand on voit au moins la situation au Cameroun, Paul Biya qui a presque depuis 82 et qui est toujours au pouvoir, est-ce que c'est la peur de ne pas être poursuivi judiciairement lorsqu'on pourrait les changer? Et est-ce que l'exemplarité du Niger, quand on voit Mahamadou Issoufou pacifier le pouvoir avec Bazoum, ne peut pas être une vision pour les uns et les autres pour permettre que l'Afrique, en réalité, décolle en matière de la démocratisation? Ce n'est pas une peur. En général, ceux qui essaient ou cherchent à avoir le pouvoir, lorsqu'ils l'ont, ils essaient de le conserver. C'est ce qu'on a appris en sciences politiques. Donc c'est un instinct, dirais-je, naturel chez l'être humain, à aller vers le haut, le plus haut possible, et le garder. Donc c'est un instinct naturel. Et pour revenir au cas du Niger, c'est que, rappelez-vous, il y a 10 ans, quand Issoufou accédait au pouvoir, c'est que son opposant, je pense qu'il s'appelle Oumarou, Sani Oumarou, a reconnu sa défaite. Il est allé même jusqu'à présenter ses félicitations à M. Issoufou, alors que moi j'étais à l'extérieur du Tchad et je l'ai vu à la télé. On avait même pris le Niger comme un exemple de démocratie, malgré qu'il y a eu les coups d'État contre Ibrahim Baré Maïnassara, par exemple, qui a été assassiné, par exemple. Donc ça, c'est une république, ce n'est pas une monarchie. Et quand c'est une république, c'est que d'autres, quand ils ont des projets, à un moment ou à un autre, doivent venir et lancer ce projet. Donc quand on est une république et qu'on met cette république en place, c'est que c'est normal qu'il y ait alternance. Même si par exemple il n'y a pas de limite de mandat, tu peux un jour ou l'autre perdre l'élection. Moi j'ai pris l'exemple d'une étude qualitative qu'on avait faite. Par exemple en 2003 on s'est posé la question pourquoi par exemple le Parti québécois a-t-il perdu les élections d'avril 2003 au Québec dans les élections provinciales. Et ça c'est aussi valable pour l'élection fédérale au Canada par exemple. C'est que pourquoi après 10-12 ans, alors que les gens ont tendance à honorer 100% de leurs engagements électoraux, les gens quand ils s'engagent, ils honorent leurs engagements à 100%. Mais pourquoi après 10-12 ans, les gens les rejettent? C'est qu'à un moment, c'est sur des facteurs non stables, comme on dit. Les gens les rejettent parce qu'ils veulent voir de nouveaux visages. Et c'est ça qui est arrivé au Niger. Et les Nigériens, c'est qu'ils ont une bonne symbiose, par exemple. Les Nigériens, ils ont une bonne symbiose. C'est que, socialement parlant, c'est que quand tout à l'heure on parlait de la vérité, on parlait de la vérité, c'est que les Nigériens, M. Brahim qui était à Niamey et qui a dit que les taximans étaient honnêtes. Donc ils ont fondamentalement quelque chose qu'on appelle la rectitude. La rectitude, c'est la qualité de ce qui est droit intellectuellement et moralement. Mais par exemple, c'est fondamental la vérité même dans les équations mathématiques. Mais aujourd'hui, quand on est dans une société, le menteur, c'est que tout est bloqué. Même Dieu est bloqué. Donc même l'économie est bloquée, il n'y a plus de confiance. Et donc on est voué à la perdition. Donc fondamentalement, c'est que, par exemple, c'est d'abord la bonne volonté. Et les Nigériens ont une bonne volonté. Et c'est que ce n'est pas seulement le pouvoir qui est tout dans la vie. M. Issoufou a montré qu'il y a d'autres choses à part le pouvoir aussi, que l'être humain peut être envoyé comme peut-être émissaire spécial au COP, je ne sais pas, COP 26 ou quelque chose, un émissaire spécial des Nations Unies, un émissaire spécial, ce qu'on honore à un moment. Donc c'est que le pouvoir seulement mordicus
souvent ça se termine mal dans l'histoire de l'humanité. Et ça, ce sont des faits empiriques qui l'attestent. Ouais, donc là, ils ont montré que c'est une république. Bon, en réalité, il faut reconnaître, parce que nous avons vu des cas de figure en Afrique, surtout, il y a des chefs d'État qui veulent monarchiser au moins, n'est-ce pas, le pouvoir. Il y a d'autres qui ne voudraient pas parler, certainement. On a peur d'être poursuivi judiciairement. On se pose la question, parce qu'en réalité, si on pouvait prendre le cas, nous avons suivi au moins au Mali, Alpha Konaré, aujourd'hui, qui se retrouve quelque part. Alpha Konaré. Pas Condé, mais Alpha Konaré au Mali. Un autre exemple qui nous vient aujourd'hui du Niger. Est-ce que les chefs d'État africains, et surtout quand on parle, il faut parler surtout en matière de 14 pays qui partagent la langue française. Est-ce que ces pays-là ne peuvent pas sortir aujourd'hui de l'air pour suivre les pas de Youssoufou, de Mahamadou Youssoufou, mais également de Bazoum? Il faut souvent l'homme providentiel, parce que regardez, sur 7 milliards 800 millions d'habitants de la planète, vous ne trouverez pas deux avec deux empreintes digitales identiques. Vous ne trouverez pas deux zèbres avec des rayures identiques. Et vous ne trouverez jamais deux êtres humains identiques. Donc, quand vous voyez aujourd'hui l'exemple du Rwanda, c'est qu'à un moment, c'est une question d'homme. Quand on est dans une élection présidentielle, à un moment, c'est une question d'homme, ce n'est même pas une question de programme, même pas à 30% le programme. On peut avoir le meilleur programme du monde et on ne sera jamais élu, par exemple. Mais c'est une question de personnalité. Et il faut une personnalité qui a la volonté d'abord d'aller de l'avant et qui a la base de ce qu'on appelle la rectitude. La rectitude, c'est le même mot aussi en anglais qui signifie qualité de ce qui est droit intellectuellement et moralement. Et l'être humain, quand il est né, il a une aspiration au bonheur. Et cette aspiration au bonheur dit, comme le disait Jefferson dans la déclaration d'indépendance, c'est que la vie, la liberté, la poursuite du bonheur sont des choses fondamentales et les gouvernements sont établis parmi les hommes afin de garantir ces droits. Mais nous, en Afrique, c'est que ceux qui sont élus s'en foutent pas mal du peuple. C'est qu'ils n'ont pas la maestrie de pouvoir transformer leurs richesses et que souvent, ils sont soudoyés aussi par des mains extérieures qui leur promettent le pouvoir avec soi-disant protection diplomatique et juste le pouvoir pour le pouvoir. Alors que quand on est comme le père de millions de personnes, on doit avoir ce minimum de rectitude, ce minimum de volonté, de bonté, de vouloir faire le bien et sauver l'être humain malgré qu'il y a des richesses. Il tire le diable par la queue. Donc il y a beaucoup de pays d'Afrique, quand vous le voyez dans les années 1950, la Corée du Sud avait le même niveau socio-économique que l'Égypte. 14 pays là. Quand vous parlez des 14 pays... Oui. Donc la Corée du Sud avait le même niveau socio-économique que l'Égypte. Oui, avant de venir sur la aujourd'hui, pourquoi la Corée du Sud aujourd'hui est parmi l'avant-garde de la technologie dans le monde? C'est qu'il y a eu des investissements. Quand on était en 2018 en Chine, en séminaire diplomatique, on nous a montré qu'il y a eu un investissement. La première fois, ça n'a pas fonctionné. On a fait des investissements, alors qu'à un moment, ils vendaient même les mèches de leurs femmes pour avoir des devises et que certains allaient comme employés en Allemagne pour avoir des devises. Et qu'à un moment, il y avait un général qui arrivait, mais même s'il ne connaissait rien, il avait mis un planificateur pour planifier le développement du pays. Et avec plusieurs investissements, ça a commencé. Et donc, depuis les années 70, ils sont sortis de la misère. Moi, je pense que 14 pays africains, quand vous... Larry, je viens vers vous tout de suite. Tu finis, je viens vers vous. Des langues françaises, 14 pays, ils ne peuvent pas aller ensemble. Pourquoi? Par le simple fait que quand vous prenez chaque pays, il a un certain nombre de cultures et de mœurs différents. Et en termes aussi économiques. Je prends un exemple simple. Il y avait un Béninois, il veut traverser Bénin pour venir au Tchad. Et il a fait un crochet, c'est un modèle de n'importe quoi. Il a fait un crochet à l'autre, comment dirais-je. Au départ, lui, sa destination c'était Tchad. Il a fait un crochet au niveau des Nigeria et il voyait les mèches des femmes. Il voyait les mèches des femmes, les gens, en ces temps, ils amènent les mèches d'autres pays. Il a vu la population, il a évalué les femmes qui sont au niveau des Lagos. Vite fait, il s'est lancé sur ça, là, au niveau local. Il est inscrit de façon un peu locale. Et à court terme, il est devenu milliardaire. Et maintenant, parce que quand on prend, par exemple, au Tchad, nous, la population, ce n'est pas le cas. Pour un investisseur qui va venir au Tchad, il vient au Tchad. Il voit maintenant la population, s'il fait des produits, maintenant, combien ils vont consommer. Parce que c'est ça c'est au niveau de l'étude des marchés. Combien ils vont consommer le produit. S'il voit la masse de la population n'est pas assez, il préfère Niger que Tchad, en termes de consommation. Si je fais par exemple une entreprise en termes de consommation locale, pas pour l'exportation, ça automatiquement jette pour les pays où il y a plus de monde. Oui, par exemple, tout à fait. Là, donc c'est pour vous dire que maintenant les 14 pays là, nos réalités sont différentes. Et deuxième chose, même par rapport aux prédateurs.
Mais l'intérêt est différent aussi. Oui, mais même si l'intérêt est différent, même si le pays est en miniature, et même sur le plan économique, on trouve que, n'est-ce pas, un pays, par exemple, quand nous prenons, n'est-ce pas, le cas de figure du Niger, parce qu'il faut le reconnaître, hein, le Niger c'est un petit pays, il n'a rien du tout. Mais quand même, n'est-ce pas, le modèle ou le modèle type de la démocratie, quand même, quand nous voyons l'acte que Mahamadou Issoufou a posé, c'est un acte salutaire. Je vous ai dit. Mais pourquoi pas, par exemple, la Guinée, Pour la Guinée, c'est quelque chose qui est prévisible. Parce que déjà, le colonel qui a pris le pouvoir actuel, il a dit à Alpha Condé de ne pas se présenter, de ne pas modifier la constitution. Ils sont des mêmes villages. Il a dit de ne pas modifier la constitution. Il a dit de ne pas aller en troisième brigade, troisième mandat. Mais lorsqu'il a pris, ce sont les conséquences sont là hein, pour la Guinée. C'est un exemple. Par exemple, la Guinée, logique. Et puis la Guinée, le problème c'est quoi? Si le président guinéen suivait réellement l'agenda caché, il aurait pu rester comme Ouattara. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Il y a d'autres forces exogènes qu'il faut mesurer aussi. Parce qu'on est en train de parler, on se comprend, toi et moi. Oui. On se comprend sur cette thématique-là, que s'il suivait réellement l'agenda caché, il allait rester. Oui. Ouattara, il est resté. Mais maintenant, quand on prend, par exemple, lui, il a déclaré, même ici, au Tchad, lorsqu'il était ici, il a déclaré, maintenant, c'était prévisible qu'il doit partir. D'accord, voilà. D'accord. Larry, ce qui me touche un peu, parce qu'il faut reconnaître, hein, il faut le reconnaître, parce que pourquoi les chefs d'État africains, surtout hein, qui partagent les 14 pays qui partagent, n'est-ce pas, la langue communautaire française, alors pourquoi aiment-ils modifier, n'est-ce pas, la constitution pour y rester au pouvoir longuement? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que là, par exemple, ils ont peur d'être jugés? Parce qu'en réalité, quand on essaie de voir la longévité au pouvoir, c'est comme s'ils voudraient s'éterniser et mourir au pouvoir pour ne pas être jugés par les uns et par les autres. Est-ce que c'est ça la réalité? Pourquoi ne pas prendre une décision comme Mahamadou Issoufou et pacifier pas, le pouvoir? Merci docteur Yaïbe. Première des choses, il faut bien comprendre que tous les acteurs, lorsqu'on fait des analyses, il faut que voir chaque pays a ses spécificités. Le Tchad n'a pas les mêmes spécificités que le Cameroun. Je prends l'exemple du Tchad. Le premier président, comment il a voulu confisquer le pouvoir, il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Le deuxième président, il n'a pas voulu confisquer le pouvoir. Il a voulu partager. Avec la rébellion, lorsqu'ils ont fait la cohabitation pacifique, c'est la bienvenue. Ce qui s'est passé, vous connaissez. Donc, on a mis en place des gens dans des États qu'on n'arrive même pas à construire une nation. Les cas du Tchad, les pouvoirs, avant étaient au sudiste, les nordistes sont pris. La guerre, c'est entre les gars du sud et les gars du nord. Et pourquoi les gars du nord, la guerre, c'est seulement entre deux ethnies qui veulent toujours construire au détriment de 270 ethnies. Ça, c'est la spécificité du Tchad. Ce qui est le cas de Cameroun, c'est très différent. Un peuple qui a pris le pouvoir, il a donné démocratiquement. C'est lui-même qui a cherché son défait, qui est bêtis. Mais il y a eu quand même un coup d'État hein, en 82, lorsque Paul Biya lui-même avec... par nos frères de l'autre côté encore. Mais parce que Aïdjo s'est vu trompé par les Français et par les Camerounais. Oui, mais tout ça, parce que c'est leur histoire. Et maintenant, lorsque Biya ne veut pas laisser, parce qu'il a vu qu'il y a d'autres personnes, et ils ont été l'ethnocentrisme au Cameroun. Au Cameroun, c'est l'ethnocentrisme. Si je reviens à la République centrafricaine, c'est un autre cas encore. Parce que chaque pays a ses spécificités. Lorsqu'on revient pour dire pourquoi les gens veulent rester au pouvoir, pourquoi ils ne veulent pas? Tout simplement parce que nous, on a échoué pour la mise en place d'une armée forte dans nos pays, Afrique francophone. Ce n'est pas qu'ils sont formés, non. Les garants des institutions, c'est l'armée. Je vous donne l'exemple de mon pays, le Tchad. Vous savez, le premier président, lorsqu'il a commencé à confisquer, l'armée a dit non. L'armée a dit non. Et depuis 1975, il n'y a pas une armée. Et donc, les gens ont détruit cette armée. On essaye de reconstruire cette armée. On était venu en 90. Ils s'est appelés à récupérer les droits pour mettre en place une armée avec l'ordonnance de 1980. Ils ont essayé. On n'a pas pu réformer cette armée en 92, l'idée de 92. Après, on est revenu en 2005. En 2005, on a tout fait que les différentes guerres que les Chinois ont financées ont éclaté. Et donc les Chinois, les Qataris, vous savez, les acteurs géostratégiquement émancipés, parce que nous, lorsqu'on crie, on oublie les vrais acteurs de la géostratégie, des géopolitiques, parce que dans ces pays du monde, personne n'est là pour vous aider. Personne. Les États n'ont pas d'amis, n'ont pas d'ennemis, mais c'est les intérêts. Ces 14 pays-là, lorsque les Tchad et le Cameroun sont en train de combattre le Boko Haram, on nous a promis 50 milliards, on n'a pas vu. Personne ne vient vous aider. C'est tout bête.
Et nous, dans nos États, on a refusé de former une armée républicaine et nationale. Mais il faut, on refuse. Mais ce qu'il faut reconnaître, ce qui est important, parce que pour moi, c'est la modification, au moins, n'est-ce pas, de la Constitution au détriment du peuple. Parce que oui. Toutes les constitutions de ces pays, 14 pays-là, c'est la Constitution de type de 1958 que le président de Gaulle a fait. C'est la Constitution de type de 1958. On essaye de modifier. Et comme on essaye de modifier, les constitutionnalistes qui ont appris aux nos chefs d'État, qui sont devenus de véritables constitutionnalistes, ils ont dépassé même les constitutionnels parce qu'à chaque temps, ils ont appris à modifier. Alpha Condé, son malheur, c'est ça, parce qu'il a essayé, il a modifié beaucoup de constitutions. Donc lorsqu'il est là, lui-même, il dit, moi-même, je suis le constitutionnaliste, donc c'est moi-même qui va modifier. Et notre problème ici en Afrique, c'est ça. Parce que souvent, si un chef d'État laisse le pouvoir, on va les juger. On a vu en Angola. Quelqu'un qui essaie de laisser au chef de quelque chose pour le coller. Au lieu de les récompenser pour encourager les autres, nous on ne veut pas. D'accord, ok. Nous sommes toujours dans cette dynamique-là, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous prendre des coups, sachez tout simplement, nous sommes dans la dynamique de cette émission, Afrique 54 surtout. C'est une émission qui parle des politiques africaines. Et aujourd'hui, c'est une politique internationale, bien sûr, mais nous parlons de la politique africaine. Et surtout, nous avons choisi aujourd'hui un pays, le Niger, surtout de Amani Diori, qui est le tout premier président. Et aujourd'hui, nous avons vu au moins Mohamed Youssoufou qui vient de pacifier le pouvoir avec Mohamed Bazoum. Et nous nous disons aujourd'hui quel est l'exemple que nos chefs d'État africains peuvent prendre. Nous ne parlons pas encore une fois de plus de l'Afrique anglo-saxonne. Surtout, nous savons déjà, quand nous voyons le Ghana, nous voyons le Libéria, nous avons vu quand même la pacification du pouvoir. Mais pourquoi pas ça traîne, ça piétine en Afrique francophone? Il faut prendre le modèle de Rwanda. Rwanda, on prend un exemple simple. Il y a eu vraiment ce qu'on appelle génocide. Oui, la génocide 94. C'est-à-dire entre et c'est avec des manchettes. Oui. Est-ce que vous voulez que d'abord on regardez, on a fait ces débats-là. Non, c'est pour revenir à ce qu'on est en train de dire. On a fait déjà ces débats-là. Entre eux et regardez, à l'heure où nous sommes, ils cohabitent ensemble. Ils ont fait l'avancée de ces pays, c'est-à-dire que c'est des peuples modèles même au niveau de l'Afrique, au niveau même mondial. La ville la plus propre, même au niveau... C'est-à-dire que c'est au niveau mondial même que les gens sont en train de parler de ça. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour revenir à là que si nous on veut, on peut. En quoi faisant? Il faut d'abord instaurer ce qu'on appelle l'amour de patrie. Le patriotisme au niveau national. Parce que tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la notion de bien commun devenu bien individuel, si on n'arrive pas à distinguer les notions de bien commun et bien individuel, il n'y aura pas ce qu'on appelle le patriotisme. Parce que si je ramasse les biens communs pour en faire un bien individuel, quelque part je suis en train de léser un Tchadien qui ne mange pas. Quelque chose je suis en train de détruire. Ou de léser un Camerounais quelque part. Non, surtout au Tchad. Parce que nous, je prends un exemple. J'ai pris un exemple tchadien. Et je prends aussi un exemple au niveau africain. C'est la même chose. Donc tant que cette notion de bien commun, on n'arrive pas à distinguer avec les biens individuels, ça cause énormément de problèmes. Donc dans cette optique, pour pouvoir revenir vers là, il faut instaurer la notion de nationalisme. Les notions de patriotisme. 22 minutes nous séparent déjà de la fin de l'émission, mais nous sortons définitivement. Mais néanmoins, n'est-ce pas, on laisse la parole à monsieur Dr Ndiaye. Certainement, vous avez peut-être, n'est-ce pas, quelque chose à ajouter. Et également, on va peut-être, n'est-ce pas, essayer de sortir définitivement de l'émission. Parce que par rapport à la question, c'est qu'il faut des dirigeants qui soient d'abord unis avec leur peuple. Et quand les dirigeants sont unis avec leur peuple, en second lieu, ils enlèvent leur peuple de l'aliénation mentale, donc il faut l'idéologie. Un peuple sans idéologie est une coquille vide. Et moi, j'ai vu une vidéo d'un professeur du programme Erasmus en Grande-Bretagne. Et ce professeur est en train de dire qu'on a utilisé les minéraux bruts d'Afrique pour construire nos pays. Et si aujourd'hui l'Afrique veut se lever, c'est qu'à un moment, on doit les bloquer. Donc il y a une volonté, des forces exogènes qui ont décrété clairement, avec des vidéos à l'appui, des preuves à l'appui, qu'il faut mettre l'Afrique à la traîne, parce que si l'Afrique se lève, les autres pays, surtout pays occidentaux, vont tomber. Donc les gens n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Donc on a toutes les preuves maintenant. Donc il faut des dirigeants avec une assise populaire et qui sont au diapason avec leur peuple. Et quand ils seront unis avec leur peuple, ils peuvent... Maintenant, quand le peuple se lève, c'est que ces gens tremblent. Ils n'aiment pas que le peuple se lève et qu'il soit uni. Donc quand vous voyez certaines politiques, c'est délibéré pour que les gens soient désunis. Même l'appellation société civile, c'est pour ne pas dire peuple. Et quand on vous dit gouvernance, c'est pour ne pas dire État. C'est une façon de vouloir diviser les gens, tout simplement. Alors, ça, c'est votre mot de fin? Oui, monsieur. D'accord. Moi, il faut revenir vers... Je vais compléter. Oui. Revenir vers Larry. Maintenant, actuellement, alors, nous sommes
il y a ce qu'on appelle le partage des cartes au niveau mondial par les puissances mondiales. Tout ce qui est puissance sont en train de partager leur gâteau par rapport aux ressources naturelles qui existent au niveau, que ce soit. Il n'y a pas ce qu'on appelle continent. Le continent, par exemple, avant, la France, il s'est dit, maintenant, les pays africains, tout ça, 14 pays, c'est colonisation. Mais maintenant, les grandes puissances mondiales sont en train de voir de ces ressources comment c'est partagé. Mais bien sûr, mais il faut que nous, Africains, l'Afrique a été déjà partagée depuis 1847. Il faut que nous, Africains, on doit être conscients. On doit se souder entre nous. Il ne faut pas qu'on soit déchiré pour qu'on nous manipule et extraire ces ressources que nos enfants, nos arrêts, qu'est-ce qu'ils font avoir. Donc moi, je pense, pour l'instant, il est des richesses entre nous-mêmes, au niveau africain. On doit déjà enseigner, c'est-à-dire que enseigner quoi? Donner cette culture des biens communs et faire en sorte que ce qui nous appartient doit rester. Il ne faut pas regarder, je prends un exemple simple. Il y a beaucoup de fuites de capitaux de l'Afrique vers l'Occident. Il y a beaucoup de fuites de capitaux de l'Afrique vers les pays des Maghreb. Il y a beaucoup de... Mais on n'est pas conscient qu'après, quand on a pris l'exemple, on a fait un débat sur les fils de les vice-présidents. On a confisqué, c'est bien en France. Oui, parce que la plupart de nos chefs d'État ont l'habitude d'aller investir, n'est-ce pas, dans la métropole. Pour Gaddafi, jusque maintenant, on n'arrive pas à savoir là où cet argent. Pour Gaddafi, ça veut dire qu'on connaît seulement un certain nombre de biens, mais jusque maintenant, il y a certaines choses qu'on n'arrive même pas à connaître pour l'instant. Donc, pour nous, Africains, on doit tirer comme leçon. Oui. Et que nos dirigeants doivent tirer comme leçon qu'il faut instaurer cette nation de nationalisme en combattant ce qu'on appelle la distinction des biens communs et biens individuels. Donc, il faut que ce qu'on appelle les biens communs, il ne faut pas détourner les biens de l'État. Bon, on revient encore dans la bonne gouvernance. Je suis avec vous, je vais terminer avec M. Larry parce que je reste toujours avec vous dans la bonne gouvernance politique en Afrique. Est-ce que faut-il faire en réalité pour permettre, n'est-ce pas, à ces chefs d'État de verrouiller au moins la mandature de la candidature à la présidentielle? Parce que si déjà le cas de figure au Niger, on a donné 2 ans, on a donné 2 fois le mandat parce que Mahamadou Youssoufou a accepté, il permet aujourd'hui de poser les jalons de la démocratie au niveau du Niger. Est-ce que faut-il faire au moins, n'est-ce pas, pour d'autres pays africains? Pour moi? Oui. Moi, je pense que au niveau de l'Afrique, avant de répondre à cette question-là, je vais venir vers ce qu'on appelle même la gestion dans les provinces. Je prends un exemple simple au niveau du Tchad pour étayer un peu l'Afrique. Si par exemple on prend maintenant les projets de développement, on sait que les projets de développement ce sont des financements des bailleurs, mais ils ont un objectif spécifique. C'est des emprunts qui sont remboursables à long terme. On dit projet de la Banque mondiale, projet de la BID, c'est des projets qui sont financés. Maintenant, les gestions de ce projet-là sont gérées seulement par le coordonnateur de projet, mais la région qui en bénéficie, ils n'ont pas un droit de regard. Comme 5% par exemple, au niveau de commun, on dit maintenant ça c'est pour le commun. Moi je pense qu'il faut que nos États doivent insérer la gestion des sociétés civiles dans surtout la notion de biens communs. Mais la société civile c'est un partenaire. Donc l'arrêt, une fois de plus, comme monsieur Ibrahim Moussa Youssouf vient déjà de parler, et vous également certainement vous avez des choses à dire. Alors quel est le conseil ou quels sont les conseils que vous pouvez donner au moins, n'est-ce pas, aux chefs d'État qui nous regardent? Surtout c'est une mission spécialement dédiée aux 54 pays d'Afrique et nous voulons juger au moins, n'est-ce pas, les maçons au pied de mur, et surtout quand on voit nos chefs d'État qui veulent monarchiser le pouvoir, qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui veulent même une fois de plus nous transmettre le pouvoir à leurs enfants. Et alors pour vous, vous êtes aussi un géostratège, vous êtes président du Kazakh, c'est ça? Gratchad. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux chefs d'État qui nous regardent? Honnêtement, docteur Yacoub a dit parce qu'on ne peut pas gouverner un pays sans idéologie. Et dans tous ces pays africains francophones, on n'a pas d'idéologie. Il y a un dirigeant français qui a dit le jour où la Chine se réveillera, le monde se réveillera. Aujourd'hui, la Chine s'est réveillée. Vous avez pris l'exemple de Corée du Sud. J'ai sonné l'Asie du Sud-Est. En Corée du Sud, au Japon, comme dans les autres, il y a l'idéologie. Oui. Les gens savent qu'avec cette idéologie, tout le monde adhère à cette idéologie. Et avec ça, que la grandeur de Corée du Nord, au fait de l'Occident, on apprend aux gens que vous êtes leader. Donald Trump, lorsqu'il était venu au pouvoir, il dit We man, America great again. Yeah. On va rendre l'Amérique plus grand encore. Et les gens étaient avec lui. Lorsque Donald Trump a essayé de confisquer le pouvoir, l'armée a dit non. La garde nationale a sorti. Et hier, il y a eu une révélation que les généraux, les chefs d'état-major d'armée américains,
empêcher ou de notre même de lancer des troupes parce qu'ils ont pris des précautions. Mais ce n'est pas le cas de figure quand même. On a quand nous voyons au moins les militaires prennent le pouvoir, alors ils viennent encore s'éterniser au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé en Gambie. Gambie a jamais adhéré au pouvoir. Lorsqu'il a gagné, après il a fait le force de l'armée, a dit non. Ils ont négocié sa sortie. Mais nous ici, tant qu'on ne respecte pas nos chefs, tant qu'on ne garantit pas une retraite apaisée à ces chefs d'État avec tous les honneurs, comme ce qui s'est passé au Ghana, ce qui se passe aujourd'hui en Angola ne va pas permettre à nos chefs d'État de laisser le pouvoir. Quelqu'un fait 40 ans, lui-même il voulait le pouvoir, un mois après pour retourner contre lui. Donc c'est ça notre problème. Si nous on veut vraiment résoudre le problème, il faut une idéologie. Et surtout l'éducation. On a tué l'éducation. Dans tous ces pays africains francophones, il n'y a pas d'éducation. Il faut réformer, il faut voir le système d'éducation. On ne forme rien. Par exemple, je prends l'exemple du Tchad. Quelle formation contre nos jeunes, quelle idéologie, quel patriotisme. Des maternelles jusqu'à l'université, il n'y a rien du tout. Et on forme déjà avec des filières qui ne développent pas le pays. Tout ce qu'on enseigne ici, qu'est-ce qui va développer le pays? C'est ça notre problème. On a besoin de formation professionnelle. On a besoin des gens qui nous inventent. On a besoin des gens qui nous appellent de brevets. On n'a pas besoin de Moi, je vais compléter. Oui, compléter pour sortir de effectivement. Nous sortons de effectivement. Moi, ce que je conseille à chefs d'État qui nous regardent, moi je pense que la gestion, quand la personne gère, il y a ce qu'on appelle constitution. Il faut instaurer dans cette constitution qu'un chef d'État qui sort, par exemple, il gère le pays, il ne doit pas être poursuivi après. Ouais. On doit maintenant mettre noir sur blanc et puis on doit garantir comme quoi il va être comme le président Boukini. Oui. Comme le président Boukini, il a un salaire décent et il va être le rôle de conseiller. C'est-à-dire qu'il faut rassurer. Tant qu'on ne rassure pas nos chefs d'État par rapport à cela, c'est très difficile parce qu'il y a la haine qui est là et les gens voient cette haine. Quand ma sortie là, je vais partir vers. Mais Boukini n'a pas commis de crime à ce que. Non, mais regardez, président, c'est-à-dire que j'ai pris un exemple simple. C'est la conscience. Quand la conscience est tranquille, on ne se retrouve rien. Monsieur Boukini a la conscience tranquille. En Afrique, là. Mais il a quand même une conscience tranquille. En Afrique, tout. En Afrique, non, il ne faut pas appeler Chacha. Moi, j'ai dit en Afrique. Moi, j'ai dit en Afrique. Le chef d'État. C'est des conseils, hein. C'est des conseils. Ça, c'est des conseils. Nous sortons. C'est pour sortir définitivement de l'émission, hein. C'est pour sortir définitivement de l'émission. C'est que dans nos constitutions, il faut garantir qu'un chef d'État qui a géré, je sais que gérer là, toujours il y a des problèmes. Après, quand il sort, maintenant, il faut lui préparer comme un poste de conseiller et que ça soit mentionné au niveau de la Constitution. Ce qu'il a fait maintenant pour le juger, le président qui va être, il a ses pouvoirs maintenant de les gracier. Oui. Donc, il fallait faire ça pour rassurer les gens, pour qu'ils n'éternisent pas au pouvoir. Mais quand on pousse les gens à s'attaquer aux anciens présidents, c'est pour provoquer le désordre à l'intérieur de vos pays. C'est pas bon. C'est pour provoquer le désordre. Eh bien, voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin l'émission de ce soir, donc Afrique 54. Nous avions sur le plateau d'Afrique 54, il y avait Amath Haroun Lari, qui était le président. Oui. Alors, à côté de Amath Lari, nous avons, n'est-ce pas, Ibrahim Moussa Youssouf, qui est ancien chercheur à l'université de N'Djamena. Également, c'est un géostratège et il a beaucoup de casquettes. Et à ma gauche, encore, vous avez Dr Ndiaye Yacoub, qui n'est plus ici à présenter, comme je l'ai dit, c'est un géostratège et il est travailleur au ministère des Affaires étrangères. Et alors, nous voulons tout juste vous dire, tout simplement, il devait avoir le téléphone dans nos prochaines éditions, dans nos prochaines émissions, autant pour moi. Il y aura des téléphones qui vous permettront une fois de plus, n'est-ce pas, de contribuer à la hauteur d'attente de toutes nos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Et surtout, hein, si vous pouvez aussi être sur les réseaux et sur les réseaux sociaux, et surtout frapper Tchad 24 émissions Afrique 54 qui vous permettra une fois de plus, n'est-ce pas, de regarder ces émissions que nous venons de traduire aujourd'hui. Alors, merci encore une fois de plus d'avoir répondu nombreux devant vos petits écrans. Et nous allons prendre congé de vous à partir de maintenant. Nous allons nous retrouver quand le vendredi prochain sera là. Surtout, prenez soin de vous, gardez-vous encore une fois de plus. Mais prenez soin de vos mains. Lavez toujours les mains parce que le coronavirus n'est pas fini. Sans oublier encore une fois de plus, n'est-ce pas, le variant Delta qui sévit encore quelque part. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Bye bye et à bientôt.